Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous savoir toujours à notre compagnie. Alors, l'actualité récente de la Côte d'Ivoire a été marquée par des bruits de rues, des grognes de la population criant leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie. On a vu le gouvernement réagir. Et au lieu de parler de réagir, on a vu le gouvernement rétro-pédaler sur un certain nombre de mesures qui ont été prises. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli ces mouvements d'abord et la réaction du gouvernement? J'allais dire la réaction de la population, elle est légitime. Comme partout, quand la population est mécontente, elle exprime. Vous comprenez ce mécontentement? Nous le comprenons d'une part. Nous le comprenons, effectivement, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement, mais qui en réalité ont été mal appliquées sur le terrain. Donc, ayant été mal appliquées, les populations n'ont pas compris, ont réagi d'une certaine façon. Et l'important ici, c'est que le gouvernement ait entendu, que le président de la République ait entendu ces réactions et courageusement ait décidé de revenir sur ces décisions-là. On aurait pu faire économie de cette décision-là parce qu'on a encore l'impression que les dirigeants ne vivent pas les mêmes situations que les populations. Vous avez tort de le penser. Corrigez-moi, monsieur le ministre. Non, vous avez tort de le penser. Les dirigeants vivent la même vie que le reste de la population, contrairement à ce qu'on pense. Nous sommes sur les routes, nous consommons les mêmes choses que l'ensemble de la population. Nous avons les mêmes difficultés. On ne dirait pas. Ah si, c'est nous-mêmes ou c'est nos familles, c'est nos proches, c'est les personnes avec lesquelles nous sommes tous les jours. Donc nous savons exactement ce qui se passe. Parlant de cette question de la vie chère, en réalité, il y a l'électricité qui a été un facteur. Des corrections ont été apportées, mais il faut savoir qu'il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons à faire des efforts. Où le gouvernement fait des efforts, mais où il est important que la population également fasse des efforts. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la consommation, des produits vivriers, etc., dans un environnement où de plus en plus de personnes ont les moyens de consommer, donc consomment davantage. On ne dirait pas, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Je ne suis pas très d'accord avec vous. Sinon, le mouvement de rue, la dernière fois, n'aurait pas eu sa raison d'être. Vous savez, un mouvement de rue, la Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. Encore une fois, je n'ai pas envie de minimiser ces mouvements. Heureusement, heureusement que vous ne lisez pas. Non, mais nous les prenons tels qu'ils se sont passés et nous essayons d'apporter la meilleure réponse. Mais je reviens à ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il faut intensifier la production vivrière notamment. Plutôt qu'augmenter les prix. Intensifier c'est-à-dire utiliser l'engrais, et puis surtout faire en sorte que cela soit désormais une réelle activité pour beaucoup d'Ivoiriens. Mais c'est le gouvernement qui doit insuffler quand même ce dynamisme-là, justement, est déjà en train de faire, plutôt que d'augmenter les prix. La preuve, je suis en train d'en parler. Il faut faire en sorte que demain, il y ait de plus en plus d'Ivoiriens fiers de dire que j'ai 10 hectares de combo, j'ai 5 hectares de tomates, j'ai 2 hectares d'oignons, etc., etc. Nous avons de plus en plus d'exportation de ce qui est produit en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, allez dans les produits limitrophes de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver de la tiéké, vous allez trouver de la loco, mais les modes de production, malheureusement, sont restés les mêmes. Ils sont restés plus ou moins artisanaux. Ils sont restés aujourd'hui l'activité de quelques dames braves qui font ces activités. Mais ce que nous souhaitons, c'est intensifier cela. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train de me dire que le gouvernement a juste reculé temporairement et va rebondir très bientôt? Est-ce que la décision... sur quoi? Rebondir en rétablissant les prix, justement. Non, le gouvernement n'établit pas les prix. Non, le justement. gouvernement a agi ici sur un secteur qui, jusqu'à maintenant, fait encore l'objet des régulations, c'est le secteur de l'électricité. Tout à fait. Donc le gouvernement, à un moment donné, a pris une décision, j'insiste là-dessus, décision qui a été mal appliquée. Et le gouvernement est revenu sur l'aspect mal appliqué, donc annuler l'effet. Monsieur le ministre, on va aborder le dernier aspect de cette émission, parler d'une actualité qui agite tous les milieux aujourd'hui. Le projet de révision de la Constitution répond à quel besoin? Le chef de l'État est encore en discussion. On a encore l'impression qu'on cache quelque chose, à entretenir une opacité. Quelle opacité? La preuve, nous sommes en train d'en parler. Ça aurait pu se faire autrement. C'est-à-dire? Est-ce qu'un individu aujourd'hui dispose du projet initié par le président de la République pour qu'au moins on le lise, pour pouvoir faire des amendements, parce que dès que le président de la République rencontre des personnalités, que ce soit des chefs religieux, que ce soit des hommes politiques, des formations politiques... Si le chef de l'État vous avait remis un projet, vous auriez posé la question autrement. Vous auriez dit oui, mais pas du tout. Parce que ceux qui vont là-bas, c'est ce qu'ils disent justement. Comment de façon personnelle, il peut établir une constitution? Non, mais sur d'autres choses, ça a pu se passer comme ça, et ça a été plus consensuel. Le chef de l'État a une vision.
C'est ça qui est important. Et il a des orientations, il a des ambitions qu'il fait partager à toutes les personnes qu'il rencontre. Il a rencontré les chefs traditionnels, il a rencontré les guides religieux, il a rencontré les partis politiques. Il a rencontré aujourd'hui la société civile. Mais la question, c'est quoi? Et évidemment, il va continuer comme ça, d'enrichir ses réflexions. Mais est-ce que vous comprenez quand même ces voix qui s'élèvent pour dénoncer d'abord le caractère opportun de la chose? Tout simplement parce que le chef de l'État est à l'écoute de la population aujourd'hui. Mais quand on regarde la qualité de ces gens qui ne sont pas d'accord et leur rang, peut-être nous ne sommes pas constitutionnalistes, mais eux, ils savent bien de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité qu'on fasse? Est-ce que vous avez entendu quand même le professeur vous dire? Qu'est-ce qu'il aurait souhaité qu'on fasse? Justement, il fallait peut-être consulter un certain nombre de personnes. C'est ce qui est en train de se faire. Oui, mais quand le président de la République rencontre, je ne sais pas, 500 personnes en même temps, est-ce que vous pensez qu'on peut dire quelque chose de concret? Ces personnes n'ont pas un document. Ça se résume juste à ce que l'introduction liminaire que fait le président de la République. Je ne suis pas président de la République, je ne porte pas un jugement, mais je pose juste des questions. J'ai assisté à chacune de ces rencontres, donc depuis la première jusqu'à celle d'aujourd'hui. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que le débat est ouvert. Premièrement, quand ces personnes arrivent, il faut savoir qu'elles ont déjà réfléchi elles-mêmes. Donc elles viennent avec des propositions. Au-delà de ce que je viens de dire, le jeu n'est pas fermé. Le chef de l'État, chaque fois, leur dit « retournez, poursuivez la réflexion et puis remettez-nous des propositions écrites ». En écoutant pas mal de personnes, on se dit « il y a peut-être de l'eau dans le gaz ». Est-ce que c'est vous qui avez raison? On reviendra sur ce plateau quand les choses auront évolué pour voir qui a raison réellement. Est-ce qu'on aura abouti sans écueil? Non, il n'y a pas d'eau dans le gaz, tout simplement parce que certains souhaitent, par exemple, la mise en place d'une constituante. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans un schéma qui se prêterait à une situation comme celle-là. Parce que, justement, certains font le rapprochement avec la situation qu'il y avait en 2000. Il faut savoir qu'en 2000, toutes les institutions avaient été dissoutes par le pouvoir militaire qui était en place. Donc cela justifiait la mise en place d'une assemblée constituante. Aujourd'hui, les institutions en Côte d'Ivoire marchent. L'Assemblée nationale marche. Le chef de l'État est en fonction. On aura le temps de porter un regard quand les choses auront suffisamment évolué. Terminons cette émission par un projet qui est très cher au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, la réconciliation. Le processus est en marche, mais avec quelques écueils quand même. Et le président de la CONARIV, le Monseigneur Arwana, a sorti une phrase très importante la dernière fois, parce qu'on est passé à l'étape des réparations aussi, de l'indemnisation. Il dit, citation, la réparation n'est qu'une étape du processus de réconciliation qui vise à soulager les victimes et à leur traduire la compassion de l'État. Monsieur le ministre, à quand les autres étapes? Beaucoup d'étapes ont déjà été faites. C'est vrai que l'indemnisation est une étape, mais tout cela n'est pas classé de façon chronologique. Parce qu'il y a une étape que vous occultez souvent. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. À l'époque, quand les prisonniers de la crise post-électorale ont commencé à être libérés, mais c'était un geste de réconciliation. Quand les comptes ont commencé à être dégelés, c'était un compte de réconciliation. Quand le président, tous les jours, demande aux exilés de revenir, aux réfugiés de revenir, c'est un geste de réconciliation. Et toutes ces phases se conduisent aujourd'hui d'une façon qui permet d'aller dans le bon sens. Quand on écoute certains Ivoiriens, il y a un certain nombre de grèves qui reviennent souvent, qu'on impute au secteur justice. Et il y a même une phrase ou une dénomination qui vous colle au dos comme vos vêtements. Je veux parler de justice des vainqueurs, monsieur le ministre. Quand est-ce qu'on va commencer un jour par juger les gens qui ne sont pas pour un camp? L'important, c'est est-ce que ces personnes ont agi pour défendre l'ordre juridique, l'ordre polique, qui, à un moment donné, existait ou devait exister. Mais ce n'était pas le discours hier, hein? Le discours que vous teniez hier, c'était « laissez-nous le temps, on va y arriver ». Oui, mais c'est au fur et à mesure... Maintenant, ce n'est plus « laissez-nous le temps » maintenant. Maintenant, c'est « non, les autres ne sont plus ». Non, il s'agit, je vous entends parfaitement, mais à force de l'expliquer, nous finirons par nous faire comprendre. Vous savez, il y a une situation qui s'est passée. On ne peut pas aujourd'hui mettre tout le monde sur un pied d'égalité et puis dire tirer des dents. Parfaitement d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont défendu une certaine légalité. Et on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité que des personnes qui, elles, n'ont pas défendu la légalité. Que des personnes qui ont utilisé des mercenaires pour commettre des actes. Monsieur le ministre, votre explication est trop philosophique, mais s'écarte un peu de la réalité. Non. Mais la réalité... Parce que quand deux personnes se sont bagarrées... C'est justement là que vous avez tort, parce qu'en disant qu'il y a deux personnes qui sont bagarrées, vous les mettez sur un pied d'égalité. Pas vraiment. Non, il y avait une légalité
institutionnelle en Côte d'Ivoire. Certaines personnes ont voulu usurper cette l'égalité institutionnelle. Malheureusement, ni vous ni moi ne sommes procureurs. Peut-être que si la justice faisait bien son travail, on saurait. Elle le fait. Elle a commencé à le faire. Nous n'étions pas effectivement en situation de juger correctement toutes ces situations il y a 4-5 ans. Monsieur le ministre, je suis peut-être l'avocat du diable. J'espère que c'est vous qui auriez peut-être eu raison. Si c'est le cas, c'est tant mieux pour la réconciliation des Ivoiriens. Nous sommes observateurs très objectifs de tout cela. Il y a des situations qui sont passées. Le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts pour remettre ce pays en marche. Et vous le voyez tous les jours. Venant de porte-parole du gouvernement, le contraire m'aurait étonné. Le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts pour réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens se réconcilient tous les jours. Ça dépend avec quelle lunette on regarde. Hein. Non, ça dépend, mais quand vous regardez avec les lunettes de la majorité, j'allais dire, vous avez moins de raisons de vous tromper. Merci beaucoup, M. Bruno Nabanye-Koné. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ministre porte-parole du gouvernement et également chargé de l'économie numérique et de la poste. C'est un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.